Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur Kwesi pour ce premier temps de parole du 30 mai 2023. Notre invité, c'est un sage, c'est un sachant. Il est avec nous sur le plateau, Issiak Abdillah, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on a une tonne de questions à vous poser. On va enchaîner, on va rentrer dessus dans le vif du sujet, parce que le temps de parole est court. Wambushu, ça y est, ça a réellement démarré la semaine dernière. Ça a mis du temps pour se mettre en place. Quel regard vous portez sur Wambushu? Est-ce que vous voyez ça plutôt d'un bon œil? C'est une opération réussie? C'est une opération qui n'aurait pas dû avoir? Quel est votre regard là-dessus? Sceptique. À quel niveau? À tous les niveaux d'ailleurs. Je voudrais juste rappeler à nos auditeurs, le 27 février 2018, Oui. si ça dit quelque chose aux uns aux autres, c'était Mayotte, île morte. Oui. 15 000 personnes sur les rues de Mamoudzou. Économiquement, ça avait été une catastrophe au Mayotte. C'était une catastrophe. Oui. Et que revendiquaient les Mahorais ce jour-là? C'était l'insécurité. Oui. On ne se sentait pas en sécurité. Les choses n'ont pas évolué entre-temps, puisque l'État lui-même a constaté que les choses n'ont pas évolué, qu'il fallait mettre cette opération. Alors j'ai dit, c'est pourquoi je suis sceptique. En 2018, grève générale, le 27 qui reste mémorable dans l'histoire de Mayotte, on nous envoie une mission interministérielle. 53 mesures ont été prises. Dans la foulée, contrat de convergence et de transformation de Mayotte, 1,6 milliard. Oui. On se demande aujourd'hui où sont passées toutes ces mesures, ces annonces. Je ne sais pas si depuis un an ou deux, quelqu'un a parlé du contrat de convergence, C'est vrai que ça fait longtemps de qu'on en a pas transformation de Mayotte. parlé. 2019-2022, déterminé. Quel bilan tiré? Où sont passés le 1,6 milliard d'euros qui était C'était Annick promis? Girardin, que je crois. Voilà, exactement. Ça a été signé. Ouais. Et donc, à se demander si, sur ces territoires, on ne cultive pas une sorte de culture de l'oubli d'une part, et d'autre part, des annonces fracassantes. Alors, Mais il y a quand même une prise de position et un constat qui a été fait par l'État pour avoir envoyé tous ces militaires, ces policiers, la CRS 8, le RAID, tous ces gens qui sont arrivés, c'est du jamais vu. Là-dessus, on est tous d'accord pour le On dire. est d'accord. C'est qu'il y a bien une prise de conscience. Vous dites qu'il n'y a rien qui a évolué depuis 2018. S'il y a une chose qui a évolué, c'est la prise de conscience de l'État sur la situation de Mayotte. Rappelez-vous, à l'époque, on nous parlait de sentiment d'insécurité. Je l'ai dit tout à l'heure, Oui. qu'il y a peut-être une prise de conscience. Oui. Mais souvenez-vous, il y a dans la foulée de après 2018, Oui. on a eu Chikanra. Oui, Opération c'est vrai. Chikanra, Qui est toujours en cours. qui est toujours en cours. Oui. Chikanra sur Wambushu, Ouais. faudra qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on met derrière. Dans un contexte mondial qui déprime. Vous imaginez très bien que Wambushu a défrayé la chronique même au niveau mondial. Et on a failli en venir, on met entre guillemets entre la France et la Russie dans la zone sur cette affaire. C'est pourquoi je dis, je suis sceptique. Maintenant, il y a des choses qui sont en train de se faire sur le terrain. L'après-Wambushu, on est en plein Wambushu aujourd'hui et il y a l'après. Et tout ça doit être consolidé parce que le Mahorais a l'impression effectivement que l'État a sorti ses crocs, mais est-ce que l'État va mordre? Oui. Et ça, sûrement pas, parce que les Kwassa continuent de rentrer. On ne fait pas assez peur à ces passeurs, on ne fait pas assez peur à ces rentrées. Donc je crois qu'il faut muscler encore à ce niveau-là. Il faut aller encore plus loin. Il faut aller plus loin, notamment dans la garde de nos frontières. Le conseil départemental, on en parlait ce matin, il y a une séance plénière qui va commencer. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est évidemment le budget, la trésorerie, les finances du conseil départemental. On nous dit qu'il y a un gros problème financier au conseil départemental.
Vous avez été, vous, à votre époque, directeur de cabinet de Saïd Omar Wali, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. qui était à l'époque président du conseil départemental. La situation d'aujourd'hui, vous qui êtes plus dans le combat au conseil départemental aujourd'hui, est-ce que vous avez des informations à nous donner, des informations qui ne seraient pas manipulées d'un côté ou de l'autre? Quelle est la situation réelle de l'état des finances du conseil départemental? Je crois que la situation, comme toutes les collectivités territoriales de Mayotte, hein, et même de France et de Navarre, le problème financier existe toujours. Hein. Ouais. Ils ont toujours des problèmes financiers, des problèmes budgétaires. Seulement à Mayotte, cette situation ne pourra jamais être, je dirais, résolue, n'aura jamais de solution parce qu'on n'a jamais, depuis la décentralisation de 2004, on n'a jamais réellement, entre l'État et Mayotte, on ne s'est pas mis autour d'une table pour discuter réellement de qui fera quoi. Je vais parler, on n'a pas évalué la décentralisation, et lorsqu'il y a décentralisation, lorsqu'il y a partage de compétences, il y a aussi transfert de recettes, de finances et des moyens. Je crois que ce niveau-là, l'évaluation n'a pas été faite. L'évaluation n'a pas été faite. Et donc, toujours, on tombera sur ces situations, quel que soit le président qui sera mis en place. Parce que avoir un budget qui sera excédentaire, ça veut dire qu'on n'a rien fait durant tout ce mandat. Et ça, c'est un choix aussi. Mais lorsque le président du Conseil général a un souci juste d'investir, de faire de l'investissement, il va vite se retrouver en déficit. Pourquoi? Parce que les moyens financiers ne sont pas clairs en termes ne sont pas clairs et les prix et les compétences ne sont pas suffisamment partagées. Le problème, c'est que ça n'arrange pas la compréhension, ce que vous dites, parce que quand un président du conseil départemental fait un bilan et nous dit on est excédentaire, ça veut dire il nous reste de l'argent, on a gagné de l'argent. On nous dit, c'est parce qu'il a mal géré, il n'a pas su investir. Et quand il est déficitaire, on dit, c'est parce qu'il a mal géré, il a trop investi. À quel moment, c'est quoi le juste milieu? C'est quoi la bonne solution? La bonne solution, c'est d'être tout le temps en équilibre, bien sûr. Ouais. Mais il faut rendre compte, il faut se rendre compte qu'on a un territoire qui est en retard, qui doit se développer. Ouais. Alors, lorsqu'on investit, on peut rapidement tomber sur du déficit, mais il faut que ça soit parce que nous avons investi, parce que nous avons réalisé tel ou tel projet, parce que l'État il faudra que l'État, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, l'État prenne conscience que en tout cas, la participation de l'État au budget des collectivités, je vais parler des dotations, ici ils représentent encore 25%, lorsque ailleurs ils sont à 100%. Je vais dire, la collectivité de Mayotte va toucher sur telle ou telle dotation 25%, alors qu'une collectivité métropolitaine va toucher 80% plus que la collectivité de Mayotte. Ce n'est pas normal. Il faudra qu'à ce niveau-là, il y ait équité. En tout cas, il y ait égalité en termes de dotation, parce que c'est la dotation qui permettra peut-être d'améliorer les finances à la fois du conseil départemental, mais aussi les finances des communes. C'est probablement ça qu'a demandé Bio Benissa à Madame la Première ministre Elisabeth Borne lors d'un entretien particulier, un tête-à-tête. Et il en ressort que la Première ministre n'a pas forcément compris ce que voulait Mayotte, ce que voulait Benissa, ce que voulait Bio. Est-ce qu'elle fait semblant de ne pas comprendre parce qu'elle est consciente que l'État doit de l'argent au conseil départemental, ou c'est parce qu'on ne sait pas communiquer? Non, je pense que c'est pas parce qu'elle est Premier ministre qu'elle comprendra les problématiques de Mayotte qui sont spécifiques. Mayotte, il faudra du temps pour qu'elle comprenne. D'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'elle vienne. D'ailleurs, qu'ils viennent se rendre compte de la situation. Vous ne pouvez pas
un jeune département comme Mayotte, leur donner la responsabilité seule des mineurs isolés, la responsabilité seule de tout ce qui est partie sociale. Et le conseil départemental, c'est une institution à double compétence, à la fois département, donc le social va primer. Normalement, c'est 80% pour le social. Hein. Et puis, il a une compétence de région. Là, c'est le parent pauvre. Oui. Le volet région, c'est on le est parent région, mais on n'a pas pauvre. encore l'argent de la région. Voilà, exactement. Donc, il faudra que l'État accompagne à la fois pour améliorer le fonctionnement de la partie département et donner suffisamment de moyens pour que le conseil départemental puisse réellement assumer le volet région. Autre sujet, Isiaka, l'eau. L'eau, ça devient un vrai problème. On est au 3e tour d'eau par semaine. J'ai failli ne pas me doucher ce matin. Oui. Voilà. 3e tour d'eau par semaine. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que 3 jours dans la semaine, on n'a pas d'eau. Et on nous dit, c'est pas fini. Ça va se compliquer encore en juillet, août, septembre. Faute à qui? La faute à qui? À personne. D'accord. La faute à personne. Même pas à la météo. Pourquoi je dis ça? Peut-être je ne simplifie pas la chose. On va nous dire, c'est aux collectivités locales de gérer l'eau. Et donc de prévoir. De prévoir. Ouais. Mais l'infrastructure à Mayotte, contrairement aux autres départements d'outre-mer, pour faire simple, ont hérité des équipements qui ont été construits par l'État. C'est-à-dire que vous allez en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, l'infrastructure a existé. Les collectivités ont hérité ces infrastructures pour les gérer, pour gérer la matière. Ici, on demande aux syndicats à la fois d'investir pour construire et de gérer. Je crois que ce qu'il faut, et c'est là où Madame la Première ministre doit comprendre et nous accompagner, qu'il faut d'abord que nous construisions les équipements. S'il faut 3 nouvelles ou 2 nouvelles retenues collinaires, les construire avec l'aide de l'État. S'il faut des usines de dessalement, il faut les construire. Parce qu'on et des usines qui fonctionnent. Parce que... Et des usines qui fonctionnent. Ouais. Et puis après viendra aux communes, à leur groupement, de gérer la ressource. Alors, c'est valable pour l'assainissement. Les communes de Mayotte sont dépourvues d'assainissement. Ces équipements coûtent cher. Il faudra qu'il y ait là un accompagnement, mais vraiment un accompagnement de l'État pour construire les équipements liés à l'assainissement comme à l'eau. Mais là, Isiaka, vous parlez vraiment comme un homme politique, que vous êtes, hein, forcément. Or, moi, je vous parle de demain. Je vous parle de juillet, août, septembre, quand on va ouvrir le robinet, et qu'avoue magie. Et oui. Là, on ne parle pas de... Parce que même si, par un coup de baguette magique, Elisabeth Borne décide de construire 1, 2, 3 retenues collinaires, de faire construire 2 usines, ça ne va pas se faire avant le mois de septembre. Qu'est-ce qui va se passer entre juillet et septembre? Parce que beaucoup ont écrit, regardez les réseaux sociaux. Je sais que vous jetez un œil souvent sur les réseaux sociaux. Ben, l'inquiétude des gens, elle est claire. Qu'est-ce qui va se passer place de la République quand il y aura une citerne et que tout le monde va faire la queue avec des jerrycans pour récupérer de l'eau? C'est-à-dire conflit, bagarre, on va se voler l'eau, on va vers un système, je ne vais pas faire du catastrophisme, mais inquiétant. Oui, tout à fait. On a parlé il y a quelques années de cela, parce que ce problème de manque d'eau ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai. 96, première coupure, le préfet de l'époque décide d'autorité de construire l'usine de l'abattoir, l'usine de l'abattoir. Aujourd'hui, les lois ont évolué, peut-être les techniciens... En une année, on a construit une usine pour améliorer la situation. Aujourd'hui, on nous dit pour une usine qui fonctionnerait normalement, il faut plus d'années pour construire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et quelle est la loi à ce niveau-là. Seulement, je retiens ce que vous dites, il y a une urgence. Il y a une urgence, il faut aller très vite.
et éviter, parce que je sais qu'entre l'État, via l'ADEAL, et le syndicat, et les eaux de Mayotte, le courant ne passe pas très bien. Ouais. Il faudra rétablir le lien parce que c'est suffisamment important. Et puis après, j'ai compris que le préfet a émis un arrêté autorisant les importateurs à aller chercher de l'eau à Maurice si ces eaux-là viennent à répondre aux normes françaises. Je répète encore une fois, il y a 5 ans, des importateurs ont fait analyser l'eau de Madagascar, l'eau vive, l'eau de Maurice, l'eau de Qatar aux Comores. Cette eau répondait parfaitement aux normes européennes. Ouais. Et donc, on a interdit. Pourquoi? Je ne sais pas. Cette même eau qui permet de brasser la fameuse bière malgache là, les 3 chevaux. Ouais. Les 3 chevaux sont autorisés à entrer sur le territoire. Par contre, l'eau qui permet de faire cette bière-là n'est pas autorisée. Voilà, THB. La même chose, l'eau qui permet de brasser la bière Phoenix, pour ne pas les citer, la bière mauricienne, est interdite de territoire, alors que la bière, elle est autorisée. Je répète encore une fois, c'est la même eau. Pour les Comores, ils ne fabriquent pas de bière. Donc, on tourne. Donc, il y a quand même des solutions. Si on veut mettre en place et que si on veut pallier aux problèmes qui pourraient arriver, ça sent pas bon quand même, hein, qui pourraient arriver juillet, août, septembre, il y a des solutions dans la zone. Il y a des solutions dans la zone. Ça veut dire envoyer des bateaux, récupérer des millions de bouteilles d'eau. Il faut aider ce territoire à s'intégrer au niveau de sa région. C'est vrai que moi, je pense qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, lorsqu'on a refusé toutes ces solutions, les importateurs sont obligés d'aller chercher de l'eau en Europe. Ça prend trop de temps, alors que dans la région, il y a une production qui est suffisante pour permettre à Mayotte de s'approvisionner ici. Je répète encore une fois, évidemment, en conclusion, l'eau ne peut pas être une variable d'ajustement. Nous l'avons fait avec l'électricité pour arriver au même tarif qu'en métropole. Et lorsqu'il faut créer une usine de dessalement, je ne suis pas d'accord qu'on nous dise le mètre cube va coûter trop cher parce que c'est vital. Il faut trouver un mécanisme pour que le consommateur au bout n'ait pas à payer le surcoût d'exploitation d'une usine de dessalement. Merci beaucoup, Isiaka Abdillah, d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous entendre et de tirer des conclusions de ce que vous dites. En tout cas, merci 1000 fois. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole consacré à Isiaka Abdillah. Tout de suite, la suite de nos programmes.